Merci beaucoup, professeur Mbaye Thiam. Merci beaucoup, Madame Céline Labrume, de m'avoir présenté. Madame le recteur, Monsieur le doyen, Monsieur le président du comité scientifique de commémoration du 80e anniversaire de Thiaroye, Monsieur le maire, mes chers collègues, chers invités, chers étudiants et chères étudiantes. Je crois que je prends sur moi la partie la moins facile en historien. Et l'historien, quelqu'un l'a déjà dit, est payé pour dire des choses qui souvent ne plaisent pas aux payeurs. Céline a rappelé tout à l'heure le premier titre que j'avais donné. J'en ai changé un peu l'orientation, disons le titre, mais on reste dans les mêmes clous. Le massacre de Thiaroye, une histoire à écrire, des mémoires à libérer. Je ferai comme docteur Massamba Gueye. Je vais vous donner ma langue pendant 45 minutes en vous demandant de me prêter vos oreilles. Le colonialisme porte en lui la terreur. Il est vrai. Mais il porte aussi en lui, plus néfaste encore peut-être que la chicotte des exploiteurs, le mépris de l'homme, la haine de l'homme, bref, le racisme. Que l'on s'y prenne comme l'on voudra, on arrive toujours à la même conclusion. Il n'y a pas de colonialisme sans racisme. J'ai cité Aimé Césaire, le colonialisme n'est pas mort. Dans la nouvelle critique, revue du marxisme militant, parue en janvier 1954, pour servir d'exergue à ma présentation. S'il est un événement survenu durant la Deuxième Guerre mondiale et demeuré ancré et vivace dans les mémoires africaines de la colonisation, c'est bien le massacre des tirailleurs sénégalais survenu le matin du 1er décembre 1944. À l'ultime étape de leur démobilisation, après 4 années de détention dans les camps de prisonniers de guerre de l'Allemagne nazie, le contingent de rapatriés a, contre toute attente, subi le feu des troupes coloniales françaises basées à Dakar. Cette réponse, pour le moyen démesuré et disproportionné des autorités civiles et militaires de la colonie, visait à mettre un terme au refus d'une partie du contingent de quitter le camp de Thiaroye, situé dans la banlieue de la capitale de l'AOF d'alors, où ils avaient été débarqués dans l'attente d'un retour à leur territoire respectif. Ce refus posait le dernier acte des revendications que les démobilisés n'avaient eu de cesse de soumettre à l'autorité, dès avant leur départ de l'Europe. Aucune objection n'avait jusqu'alors été opposée à la légalité, encore moins à la légitimité de leur demande. Dès les prodromes de la Deuxième Guerre mondiale, forcés et contraints pour beaucoup d'entre eux, les jeunes Africains furent enrôlés nombreux dans les troupes coloniales. Des rives de l'Ouémé, des plaines du Cayor, des bords de la Volta ou des méandres du Djoliba et des contreforts du Fouta-Djallon, ils débarquèrent à la gare du Dakar-Niger avant de réembarquer au port de la capitale, par milliers vers les champs de bataille européens d'un conflit dont ils ignoraient les causes autant que les enjeux. Mutatis mutandis, il en avait été ainsi au milieu du XIXe siècle, quand la France impériale, confrontée aux nécessités de la conquête d'un empire africain, créa par le décret signé par Napoléon III le 21 juillet 1857 le premier bataillon du futur régiment des tirailleurs sénégalais. La majorité des premiers contingents de tirailleurs ont été recrutés parmi les esclaves affranchis en 1848 ou chez les fugitifs des États voisins de la colonie.
Ces engagés ont tiré profit de l'opportunité d'ascension sociale qu'offrait cet engagement dans le corps des tirailleurs sénégalais. Toutefois, la conscription devint rapidement le mode principal de recrutement des troupes coloniales. Dès 1938, lorsque la menace nazie devint plus précise, les commissions de recrutement militaire sillonnaient activement la partie africaine de l'Empire français à la recherche des bons pour le service. Ceux qui étaient de facto enrôlés parmi les appelés du contingent, à défaut, être remplacés par un frère ou un cousin désigné par la famille ou le chef traditionnel. Le souvenir de l'horreur de ces recrutements a longtemps imprégné la mémoire des indigènes. La fuite exposait les communautés aux représailles de l'appareil de coercition de la colonie. La débâcle subie par l'armée française dès le début de la guerre, en juin 1940, s'était soldée par d'importantes pertes en hommes dans le régiment des tirailleurs sénégalais. En fait, ressortissants de l'ensemble des territoires africains de l'Empire, 16 000 des plus de 100 000 mobilisés de l'AOF se sont retrouvés prisonniers dans les camps de détention en territoire français, les fameux Frontstalag. Ils y ont passé 4 années dans des conditions sanitaires, climatiques et alimentaires plutôt exécrables. Ils sont nombreux à en sortir handicapés s'ils n'y ont pas simplement laissé leur vie. Ils seront parmi les premiers démobilisés et répatriés en Afrique. Jusqu'ici, la violence avait structuré la relation coloniale. Comme la mobilisation, la démobilisation avait été forcée. La première pour faire face à l'ennemi nazi, menaçant l'intégrité du territoire métropolitain. La seconde pour faire converger l'ordre racial porté par les USA et l'ordre colonial de l'Empire français. Ce dernier était tout disposé à accueillir l'ordre de blanchiment des troupes exigé par le puissant allié américain. Pour se dédouaner, les turiféraires de la mémoire coloniale et nationaliste français ne manquent pas de s'en défendre en invoquant une sorte de chantage aux puissants alliés détenteurs des ressources logistiques nécessaires à la poursuite de la guerre. La violence coercitive exercée sur le corps et l'imaginaire des indigènes relève de l'essence même de la colonisation. Le code de l'indigénat, le recrutement plus ou moins forcé des troupes coloniales, l'institution du travail forcé avait pourvu l'appareil colonial de toutes les ressources administratives nécessaires à l'exercice sans borne de la violence contre les colonisés. On aurait pu dire nil novi sub sole, rien de nouveau sous le soleil avec Thiaroye. L'événement Thiaroye se rattache en fait à une longue tradition du gouvernement colonial en matière de répression et de maintien de l'ordre public. Toutefois, il survient à un moment si spécifique qui le détache relativement de ce passé. Il ne fait pas de doute que l'administration de la colonie, jusqu'au plus haut niveau, comme en métropole, n'a pas manqué de saisir la dimension inédite de la situation. Elle a en conséquence déployé une première stratégie visant à étouffer le mieux possible l'événement et le rendre dans l'immédiat invisible. Face aux limites manifestes de cet angle d'attaque, elle a déployé une panoplie de mesures dont la production d'une profusion de rapports au contenu souvent discordant sur le déroulé de l'événement, comme s'il s'agissait de perdre les historiens et les chercheurs, mais tous tendant à établir la culpabilité des tirailleurs et à s'inscrire dans une euphémisation de l'événement. L'ampleur qu'eut cette tuerie de masse, le contexte de sa survenue, comme le statut des protagonistes, n'ont laissé aucune chance de succès à la stratégie de l'administration coloniale. Dans l'immédiat, un nombre important d'acteurs se sont impliqués dans la gestion du dossier, l'étalant largement dans l'espace public impérial et même au-delà. Le mouvement anticolonial, qui connaît un fort renouveau au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, s'est emparé du dossier, en a assuré la préservation du souvenir par des célébrations périodiques, en dépit des tentatives d'étouffement et de mise à l'oubli. Par la suite, Thiaroye est devenu le lieu d'une guerre de mémoire à très haute intensité. L'écriture de l'histoire, tardivement arrivée sur la scène du crime,
éprouvent d'énormes difficultés à faire sens de l'événement, en dépit des remarquables efforts. La rétention de l'information dès la survenue de l'événement, le brouillage des pistes archivistiques et documentaires, les difficultés à prendre ses distances des mémoires en conflit lui ont rendu la tâche particulièrement difficile. Que les autorités militaires et politiques aient travesti ou non les chiffres, qu'elles aient voulu en toute conscience brouiller les pistes, préméditer le massacre, ne peut nous empêcher d'écrire cette histoire comme celle de l'ensemble du parcours des tirailleurs de 1857 à 1860, comme entamée par de brillants historiens. L'attitude des autorités reste partie intégrante de cette histoire que nos études doivent éclairer. Le mensonge de l'État, pour reprendre le terme d'Armel Mabon, est une précieuse source de réflexion pour faire sens à l'événement Thiaroye. Peu importe, on n'a pas à s'en plaindre, on doit la saisir comme partie du sujet. Peu importe les mensonges et manipulations, brouillage des pistes par les autorités militaires et civiles de la colonie couverte par la métropole, l'investigation historienne, certes attentive aux données statistiques, devra toutefois plus se préoccuper à rétablir et analyser finement les faits pour extraire de leur analyse une problématique à décrypter. Sa démarche visera à remettre les événements de Thiaroye dans les différentes échelles du contexte local, régional, impérial et mondial. Elle exhumera les enjeux, convoquera les identités, parcours et idéologies des acteurs en vue de faire sens à l'événement. C'est ça la mission de l'historien, je pense, comme déjà indiqué par un grand historien du long terme. Le temps est peut-être aujourd'hui favorable pour faire le point sur l'événement et au-delà sur les 80 ans des conflits de mémoire qu'il n'a jamais arrêté d'entretenir. Pour ce faire, il sera nécessaire de prendre la mesure de la complexité de l'histoire, de la création et de l'usage par la colonie du bataillon des tirailleurs sénégalais. Son rôle décisif dans l'édification de l'espace colonial français en Afrique, la défense de l'Empire et de la métropole au cours des 2 guerres mondiales. Et last but not least, la participation aux guerres du colonialisme tardif, Algérie, Indochine. Le temps file très vite. Je vais peut-être ne pas revenir sur la longue histoire du régiment qui a déjà été largement évoquée par nombre d'historiens et par mes prédécesseurs. Je voudrais ici interroger les lectures francophones contemporaines faites de ce passé, me demander quelles mémoires se sont construites au fil des années sur l'histoire des soldats coloniaux d'Afrique, à quel affrontement donnent-elles lieu dans l'espace public. Les pouvoirs publics coloniaux ont été les premiers à célébrer la participation des troupes coloniales aux guerres d'Europe. Dans l'entre-deux-guerres, il a été édifié dans les villes africaines des statues et des monuments aux morts se référant à ce passé. Les cérémonies du 14 juillet et du 11 novembre étaient l'occasion d'évoquer la mémoire des tirailleurs dans la presse coloniale, d'associer les anciens combattants au défilé commémoratif. À Dakar, au rond-point de l'Étoile, fut érigée une statue en bronze réalisée en 1923 par le sculpteur Paul Ducoin, à la gloire des troupes noires, je cite, et aux créateurs disparus de l'Afrique occidentale française. Le monument dénommé Dupont et Demba symbolise la fraternité entre le tirailleur sénégalais et le soldat métropolitain. Cette statue a une histoire mouvementée qui illustre l'ambiguïté de la mémoire construite sur le passé des soldats coloniaux. Perçue comme symbole colonial, elle est déboulonnée en 1983 et jetée au cimetière de Bel-Air dans une atmosphère de fièvre nationaliste en pleine construction des légitimités du pouvoir sénégalais d'alors, obtenue à la suite d'une réforme constitutionnelle. Le 6 août 2004,
la statue précipitamment ressuscitée trône à la place de la gare, rebaptisée à l'occasion place du Tirailleur. Elle est inaugurée le 23 août 2004, intitulée Journée du Tirailleur par l'État du Sénégal. L'idée avait germé à la première commémoration du débarquement allié de Provence, le 15 août 2004 à Toulon, où le président Jacques Chirac avait invité 14 chefs d'État africains pour se souvenir, je cite, que les fils de vos nations ont associé leur nom à la légende militaire de la France, mêlant à jamais leur sang au nôtre. De retour au Sénégal, le président Wade mobilisa les historiens africains et invita 4 de ses pairs du continent en présence du représentant du chef de l'État français pour rappeler que de 1857 aux indépendances africaines, les tirailleurs, je cite, ont servi la France chaque fois que ses intérêts étaient en jeu, sa sécurité menacée, sa souveraineté atteinte, son indépendance remise en cause. Hommage était ainsi rendu à ceux d'entre eux, je cite, tombés à Thiaroye le 1er décembre 1944 sous les balles des derniers tenants du colonialisme, alors que revenant du front, ils réclamaient simplement leurs droits. La brutalité et la mise à mort sans raison des indigènes, participant de l'essence même du colonialisme. On aurait pu dire nul novice sub sole. Se pose alors la question de ce qui fait la singularité de Thiaroye dans l'histoire de la répression coloniale. De quoi Thiaroye est-il le nom? Pourquoi son évocation continue-t-elle plus que jamais de susciter une si vive émotion et de si rugueuses controverses historiennes des décennies après sa survenue? La métropole est sortie de la guerre extrêmement affaiblie. Elle a subi une défaite retentissante avec la drôle de guerre. Les tirailleurs sénégalais sont témoins actifs de cette douloureuse expérience qui révèle une discordance manifeste entre les prétentions de la puissance coloniale française à civiliser et la réalité de ses forces. À la défaite militaire s'est ajoutée l'occupation de son territoire, la reddition de son État. Il est incontestable que n'eût été la contribution de l'Empire et de l'armée d'Afrique en particulier, la France n'aurait pas occupé une place à la table des vainqueurs de la guerre. La marche victorieuse de l'armée d'Afrique lors du débarquement de Provence, avec les sacrifices énormes en hommes qu'elle occasionna chez les tirailleurs, a été décisive dans la libération de la France. Le haut commandement américain, appliquant une politique de discrimination raciale, exigea la démobilisation précoce des tirailleurs pour blanchir les troupes alliées. La France libre, oublieuse des principes de la République et ses promesses de liberté, se plia à cette logique raciste. La partie africaine de l'Empire non plus n'a pas été épargnée par la débâcle des armées françaises et l'effondrement de l'État. Planqué dans la colonie, loin des fronts militaires, le personnel civil et militaire qui a mis en application la politique autoritaire de Vichy avait perdu tout prestige face aux tirailleurs africains dont les hauts faits d'armes avaient été reconnus dans les champs de bataille européens, en particulier au débarquement de Provence. Ce personnel ne pouvait pas ne pas être habité par une panique certaine avec le retour des tirailleurs auréolés de la gloire d'avoir défendu la métropole et participé à la victoire des Alliés et à la libération de la France. Le rapatriement de milliers de soldats ne pouvait pas manquer d'avoir un effet déstabilisateur sur l'autorité coloniale. Cette situation pouvait faire craindre le pire quant à la pérennité du système de domination. Comment rétablir l'idéologie de la supériorité raciale après une telle expérience de la guerre? Comment gommer l'expérience acquise à la guerre par les tirailleurs? Comment gérer la nouvelle conscience des tirailleurs issus de l'expérience de la guerre? Il était plutôt prévisible que l'administration civile et militaire de l'AOF, tout en étant consciente des changements provoqués par l'expérience de la guerre, ferait tout pour en contenir les conséquences politiques. Enfermés dans la certitude de la supériorité raciale sur laquelle s'adossait la légitimité de la coercion administrative à l'œuvre dans la colonie depuis ses débuts, elle a eu toutes les peines du monde à se départir des méthodes aussi violentes qu'arbitraires de répression,
ne tolérant aucune velléité de contestation de ces actes par les colonisés. Cette ambiance idéologique a certainement participé à la production de cette réponse expéditive visant à neutraliser toute velléité de remise en cause de l'ordre colonial, afin que nul colonisé n'en ignore et ne s'imagine dans un monde nouveau, informé par les sacrifices consentis pour libérer la métropole. La colonie s'est crue en obligation de prendre les devants et servir une réponse répressive radicale aux demandes des démobilisés. On était assurément dans le contexte du pire scénario possible. L'atmosphère mentale des différents protagonistes rendait inévitable cette confrontation mortelle. Celle des agents de l'administration coloniale à toutes les échelles s'était figée dans la croyance en la continuité d'un ordre politique immuable, là où celle des tirailleurs en ébullition et plus familiarisés au combat étaient convaincus que plus rien ne serait comme avant. Témoins directs de l'étrange défaite de 40, les tirailleurs n'étaient sûrement plus dans les dispositions mentales d'accepter la prétendue supériorité raciale qui structurait l'ordre colonial. Pour l'administration coloniale, l'urgence était donc de neutraliser tout ce qui pouvait être porteur d'une remise en cause du statu quo. Les différentes composantes de la hiérarchie administrative ont très vite saisi le caractère scandaleux de la tuerie perpétrée en réponse aux justes et légitimes revendications des tirailleurs. Il fallut alors contrer les effets dévastateurs de la forfaiture accomplie auprès de l'opinion publique en métropole comme dans la colonie. Il s'est agi de mettre en place un dispositif d'étouffement efficace. À l'interne, les rapports ont été certes contradictoires quant à l'établissement des faits, mais ils ont tous visé à discréditer les tirailleurs, à faire croire à une mutinerie justifiant l'emploi démesuré de la violence. La réduction à minima du nombre des victimes participe de cette stratégie, de même que la diabolisation par une accusation on ne peut plus infamante, consistant à faire prospérer l'idée que les meneurs avaient subi l'influence de la propagande nazie. À Dakar, c'est alors mis en place un dispositif du silence, avec un contrôle sévère de la presse au nom de l'état de guerre. Cette politique de diabolisation et d'étouffement n'a pas pu pourtant prospérer. Elle entrait en contradiction avec la fuite en avant dans la répression, à l'origine de l'arrestation de ceux qui furent déclarés meneurs et leur traduction devant la justice. C'est ce contexte qui confère à Thiaroye sa double dimension mémorielle et historique. Il rappelle les méthodes classiques de la colonisation et s'inscrit dans une continuité incontestable, largement documentée par la recherche. Mais il montre également, bien avant l'embarquement à Morlaix, que les tirailleurs n'étaient plus disposés à se laisser faire. Le tremblement et la peur avaient été effacés par la guerre, d'autant que ceux qu'ils avaient en face d'eux ne pouvaient se prévaloir d'avoir contribué à la libération de la métropole et en conséquence participer légitimement au prestige de la victoire. Le vide historiographique relatif a été pleinement rempli par un torrent mémoriel s'exprimant dans le silence, le déni et le voile jeté sur les coloniaux qui l'ont rarement brisé. Quant aux mémoires africaines de la tragédie de Thiaroye, elle a emprunté diverses voies de la littérature, du cinéma, de la chanson, du théâtre, des fresques murales et de la monumentalité pour s'exprimer dans les manifestations périodiques de l'événement. L'onde de choc de ce massacre se propageant en Afrique et en Europe provoqua l'indignation des frères d'armes des victimes, mais aussi dans l'opinion ayant en mémoire les sacrifices récents consentis par ces soldats au service de la libération de la France. Ce traitement présageait du sort réservé à la saga des tirailleurs sénégalais dans les mémoires impériales de la France. Du côté des États africains indépendants, on a à peine fait mieux. Si les hommes de lettres, les artistes, les cinéastes et dramaturges ont célébré Thiaroye à leur façon, la mémoire des tirailleurs, force est de constater qu'il a fallu 44 ans
pour que le Sénégal officiel s'autorise à faire du cimetière de Thiaroye un lieu de mémoire. C'est seulement en 2004 que pour la première fois, l'épisode tragique est officiellement commémoré. Les tentatives intérieures initiées par les étudiants de Dakar avaient toujours été violemment réprimées par le pouvoir colonial puis post-colonial. Cela n'a pas empêché l'intelligentsia africaine de sortir de l'ombre, au moins pour les élites, la mémoire des victimes de Thiaroye. Keïta Fodéba dans Aube africaine, Birago Diop dans Sarzan ou le retour du tirailleur, Boubacar Boris Diop dans Thiaroye Terre Rouge, Semben Ousmane et Thierno Fati Sow dans le film Camp de Thiaroye. Thiaroye a très tôt occupé une place toujours renouvelée dans les cultures urbaines populaires. Les musiciens Baba Mal, Ousmane Diallo di Ouza et quelques rappeurs ont été inspirés par Thiaroye 44. Dans sa fresque murale réalisée en 2006, Marcel Christophe Colomb Maléane a apporté une touche originale au vibrant hommage rendu aux tirailleurs sénégalais sur les murs de Dakar. Il faut par ailleurs souligner que cette affaire est prise en charge depuis les années 50 et de façon ininterrompue par les militants anticoloniaux, mais aussi plus récemment par les historiens. Les acteurs des sociétés civiles africaines ont développé des récits mémoriels multiformes sur les événements de Thiaroye qui ont accompagné le puissant mouvement anticolonial des années 50 à nos jours. La jeunesse étudiante, déterminée à célébrer la mémoire des tirailleurs tombés sous les balles de l'armée française à Thiaroye, a su faire face à la répression coloniale et post-coloniale. Les cinéastes, les dramaturges, les poètes, les chanteurs et les artistes ont apporté leur contribution. Il me plaît de citer la réaction de Léopold Sédar Senghor dans l'immédiat après Thiaroye, en rendant un vibrant hommage aux tirailleurs avec sa verve poétique habituelle. Prisonnier noir, je dis bien prisonnier français. Est-ce donc vrai que la France n'est plus la France? Est-ce donc vrai que l'ennemi lui a dérobé son visage? Est-ce vrai que la haine des banquiers a acheté ses bras d'acier? Et votre sang n'a-t-il pas ablué la nation oublieuse de sa mission d'hier? Dites, votre sang ne s'est-il pas mêlé au sang lustral de ses martyrs? Vos funérailles seront-elles celles de la Vierge Espérance? Alpha Omar Konaré, président du Mali, historien de son État et le premier chef d'État africain a érigé en 2002 à Bamako un monument commémoratif du massacre de Thiaroye. La sensibilité de la question dans les relations franco-africaines explique certainement le renoncement du Sénégal officiel à faire du 1er décembre la date de commémoration de la journée du tirailleur. Heureusement que les choses ont été remises à l'endroit depuis hier. Peu importe celui qui est le producteur de la mémoire. La mémoire africaine construite sur le passé des tirailleurs se révèle comme toute mémoire sélective. Elle se focalise sur les 2 guerres mondiales, la contribution à la défense de la France et sa libération de l'occupation nazie. Elle évoque la bravoure des tirailleurs, leur témérité et leur professionnalisme sur tous les fronts où ils furent engagés. Elle pointe du doigt l'ingratitude des autorités françaises qui, oublieuses qu'au front, il n'y avait pas de différence dans la mort et la souffrance, ont cristallisé les pensions des tirailleurs africains en 1960. Elle reste silencieuse sur les épisodes perçus comme moins glorieux, la participation à la conquête coloniale de l'Afrique, à la répression à Madagascar en 1947, aux guerres de la France contre les mouvements de libération en Indochine, au Cameroun et en Algérie. Elle reste également tributaire des contextes politiques dans lesquels elle est mobilisée. Aux manifestations grandioses de la première édition de la Journée du tirailleur ont succédé des célébrations plutôt timorées les années suivantes. Le président Abdoulaye Wade avait promis en 2004 que, je cite, « Désormais, le 23 août de chaque année, les Africains, les démocrates, les combattants de l'égalité du monde entier se donneront rendez-vous à Dakar ou à une autre capitale de l'Afrique noire pour la main dans la main magnifier les merveilleuses pages d'histoire que nos vaillants tirailleurs ont écrites dans le grand livre de l'histoire universelle. » Fin de citation. Les dates du 18 juin et du 1er décembre
retiennent plus l'attention de l'opinion africaine francophone que celle du 23 août. L'amnésie s'est vite installée et la mémoire du tirailleur mise en veilleuse a attendu encore quelque temps la prochaine nécessité politique de sa mobilisation. La décision prise par le président français de déclarer 6 des fusillés de Thiaroye pour la mort est un acte politique à portée mémorielle. Elle s'inscrit dans une longue continuité de silence, de voilement et de réduction à sa plus simple expression de la contribution des tirailleurs sénégalais à la libération suite à sa défaite et à son occupation par l'Allemagne. Pour rappel, dès avant la fin de la guerre, les autorités avaient opté pour une rapide démobilisation. Sur ce fond de déni et de reniement, la France officielle, je dis bien la France officielle, pose des actes et bricole un récit mémoriel qui dévoile un malaise certain face au massacre de Thiaroye. Il en est ainsi de tout son passé colonial qui souvent peine à passer. La France officielle est en permanence aux prises avec les termes irréconciliables de la tension opposant une opinion nostalgique trop souvent imprégnée des relents suprémacistes de l'idéologie de la mission civilisatrice et les justes demandes de reconnaissance, de présentation d'excuses des pays anciennement colonisés. À chaque fois qu'elle brise le silence par un acte ou un discours, se dévoile l'ambiguïté de position qui le met mal à l'aise face à ce passé. Mais c'est cela la mémoire. Il a fallu attendre 2004 pour qu'enfin la France officielle célèbre le débarquement de Provence, où s'illustrèrent l'armée d'Afrique, en majorité composée de tirailleurs sénégalais. Le président Hollande a posé un geste significatif en rendant une copie des archives de Thiaroye à son homologue sénégalais, Macky Sall, et en qualifiant Thiaroye de répression sanglante. Il s'est rendu à l'occasion de la journée des tirailleurs de 2014 au cimetière de Thiaroye, où il a déclaré réparer une injustice, je cite, parce que les événements qui ont eu lieu ici sont tout simplement épouvantables, insupportables. Et la France se grandit chaque fois qu'elle est capable de porter un regard lucide sur son passé. Il n'a pourtant pas franchi le pas de la réhabilitation des fusillés de Thiaroye au nom de l'État français. Si la France officielle est restée sur des positions ambiguës sur Thiaroye, les forces de progrès se sont mobilisées de façon ininterrompue pour la défense de la mémoire des tirailleurs dans leurs droits et leur mémoire. Dès la crise survenue à l'embarquement de Morlaix, le journal L'Aurore a pris position en faveur des tirailleurs sénégalais en dénonçant la brutalité des gendarmes commis contre les tirailleurs refusant d'embarquer pour Dakar. La répétition générale à Morlaix de ce qui allait advenir à Thiaroye a indigné les populations de la ville de Morlaix. Une plaque à la mémoire des tirailleurs est apposée sur le mur du bâtiment de la corderie qui hébergea les tirailleurs lors de leur séjour en terre bretonne par un actif mouvement associatif soutenu par la municipalité. La même horreur qui habite les Africains quant à ce qui est survenu à Thiaroye habite certains Français, tout aussi également concernés par cette expérience commune. Le retard relatif pris par l'écriture de cette histoire a laissé se déployer la concurrence mémorielle tous azimuts. Tant que les historiens n'auront pas suffisamment fait sens à l'événement, la guerre des tranchées opposant les récits mémoriels se maintiendra, toujours plus virulente. Heureusement que de plus en plus nombreux, les acteurs des mouvements associatifs qui n'ont pas attendu l'allumage tardif du moteur des historiens pour travailler ensemble sur le sujet en brisant les frontières des mémoires officielles. Vous me permettrez d'interroger, pour ainsi dire, ce rapport entre les commémorations et l'écriture de l'histoire, ou pour le dire autrement, les rapports assez complexes entre le politique et l'histoire et les historiens, en prenant juste l'exemple du Sénégal. Par sa concision,
sa clarté. Nous devons à Birago Diop, dans les Mamelles, l'une des définitions les plus pertinentes de la mémoire. Quand la mémoire va chercher du bois mort, elle ramène le fagot qui lui plaît. Fagot conforme à son imaginaire et à la perception de ses intérêts. En cela, la mémoire se distingue de l'histoire en ce que l'historien ne ramène pas le fagot qui lui plaît, mais bien le fagot validé par les pairs selon les règles établies, la méthodologie et les constructions conceptuelles, la mise en dialogue avec les productions validées, peu importe la nationalité, la race ou l'origine continentale de l'historien. La production historienne, contrairement à la mémoire, est avant tout critique. Elle n'appelle pas une adhésion militante, même si l'historien n'est pas du tout neutre. Il se trouve qu'on doit rester attentif à cette tension liée à la nature de notre discipline et à son environnement mémoriel. Le test est le rapport entre mémoire et histoire dans la saisie du passé de la nation, de la communauté infranationale ou de l'État. Comment construire une mémoire nationale sur des territoires construits à partir de la mise ensemble dans les frontières réunissant plusieurs terroirs aux mémoires diverses et variées? Le problème s'est universellement posé à tous les États-nations, mais elle reste plus aiguë dans les États-nations issus d'empires coloniaux. Pour ce faire, on mobilise l'expérience coloniale partagée, les résistances à l'intrusion et à la conquête coloniale, la violence et la coercition une fois la mainmise assurée. La défaite et l'effondrement de la métropole sont saisis, de même que la contribution africaine à la lutte de libération et guerre concernant la métropole. Faire taire les dissidences mémorielles, unification par l'école, par les médias sont autant d'outils qui travaillent sur le long terme pour arriver à une mémoire collective dès avant les indépendances. On peut assister à un vrai malaise dans la mémoire, surtout dans la mémoire officielle. Nous l'avons vu avec la mémoire française de Thiaroye. Silence, voile, déni. La première brèche est chiracienne après le débarquement de Normandie. En soulignant le rôle des tirailleurs dans la libération de Toulon, qui reste malheureusement la première commune de France à avoir élu un maire Front National, oublieuse du rôle des tirailleurs du débarquement de Provence. Le président Sarkozy s'est illustré autrement sur cette mémoire qu'il n'est pas besoin d'évoquer. Le président Hollande a fait un pas important en 2014 en évoquant cette répression sanglante et en remettant des archives à son homologue sénégalais. Emmanuel Macron évoque 6 morts pour la France en reconnaissance du massacre. Majoritairement, nos collègues français les ont très peu suivis. Historiens, ils ont livré des analyses conformes aux règles de la discipline, même si des divergences, souvent substantielles, sont notées dans les thèses défendues par les uns et les autres. Il en est ainsi de notre discipline. Pour le Sénégal, l'État sénégalais s'est très vite posé en État historien sous Senghor. Son rapport à l'histoire a souvent consisté à picorer dans le passé pour construire un récit conforme à ses visées contemporaines. Ainsi, Senghor va mobiliser le cahier de doléances des Sénégalais aux États généraux de la Révolution française comme signe d'une maturité démocratique fort ancienne pour contrer toute critique de sa politique de fermeture de l'espace public avec l'institution du parti unique. Mais il ne s'est pas intéressé au contenu du cahier. Ce sont les historiens qui vont s'intéresser au contenu du cahier. Que contenait ce fameux cahier de doléances? Ce cahier de doléances revendiquait la liberté de commerce sur le fleuve Sénégal. Mais qu'est-ce qu'on vendait à l'époque sur le fleuve Sénégal?
on vendait les Soninké et les Foutanké qui étaient pris comme esclaves. C'est pourquoi la mémoire va parler de notre participation aux États généraux de la Révolution sous la forme d'un cahier de doléances, mais n'entrera pas dans le cahier de doléances. Et les historiens l'ont fait avec Amadou Mokhtar Mbow, avec Khalidou Diallo, et même les philosophes y ont participé avec notre regretté collègue Aminata Diaw. On voit donc ce rapport ambigu entre histoire et mémoire, et les historiens doivent toujours garder la vigilance pour ne pas se laisser embarquer à endosser la mémoire. Ils ont à investir cette mémoire, à en faire une matière première pour en rendre compte dans les règles de la discipline. Mais Senghor s'est très peu occupé des historiens. Il les a laissés enfermés dans l'espace académique, libres de produire leur savoir tant qu'ils n'entrent pas dans l'arène politique. Ce qu'ils ont souvent fait avec Cheikh Anta Diop, Abdoulaye Ly, Abdoulaye Bathily, et même plus jeunes avec des collègues impliqués dans la politique comme Khalidou Diallo. La gauche, sans contester Lat Dior, a mis le focal sur Thiaroye, contrairement au discours de l'État. En évoquant les fusillades des allées du centenaire, en mobilisant le théâtre, le cinéma, la littérature, les chants et la peinture, Martin Moore en a livré une analyse pertinente. Cette gauche s'est intéressée à Aline Sitoé Diatta, à Lamine Senghor, à Tchemoko Garang Kouyaté. Mais il est difficile de ménager la chèvre et le chou. Le Sénégal a choisi d'une part Lat Dior et de l'autre côté Faidherbe. La négritude et la francophonie. Valeurs africaines, développement technologique pour construire un rapport complémentaire. C'est sous Abdou Diouf que la statue du pont et d'Emba a été déboulonnée pour être envoyée au cimetière de Bel-Air dans l'élan du sursaut national. Le parrainage des écoles a suivi pour les rendre à des figures africaines. En ce moment-là, les historiens ont été mobilisés lors du centenaire de la mort de Lat Dior, dans la ferveur nationaliste. Rares furent les voix dissidentes chez les historiens. Mamadou Diouf a été une de ces voix. Le résultat, à l'époque, il avait été menacé de mort simplement pour avoir dit l'histoire et porté une critique à la mémoire. Dans ce mouvement de déboulonnage, un historien est à la pointe du combat nationaliste, le professeur Iba Der Thiam, alors ministre de l'Éducation nationale. Les écoles sont débaptisées, les rues et places plus rarement. Le mouvement Set Setal lui oppose une contre-mémoire critique. Sous le président Wade, dont le père est un ancien combattant, revenant de Provence, il invite à une grande cérémonie commémorative en 2006. Il réhabilite Dupont et Demba devant la gare de Dakar, le même Dupont et Demba qui était à Bel-Air, au cimetière. Les historiens sont également mobilisés pendant 48 heures sous la direction du professeur Iba Der Thiam, qui avait présidé au déboulonnage. Les historiens répondent à nouveau à la commande de l'État. Thiaroye semble gênant diplomatiquement. Il a été difficile de convaincre le président Wade d'y aller. J'étais membre de la délégation qu'il avait rencontrée pour lui demander qu'il ne peut pas, à la mémoire de tous les combats qui ont été menés pour réhabiliter Thiaroye, il ne pouvait pas ne pas y aller. Heureusement que nous avions réussi à le convaincre. À l'époque, j'étais le chef du département d'histoire. Il institua la journée du 23 août, journée du tirailleur, contrairement au 1er décembre que nous tous nous attendions. La promesse de perpétuer la journée du tirailleur a vite
été oubliés une fois les rideaux tombés. Les historiens ont été renvoyés à leurs archives et se sont mis hors des radars. On est passé à autre chose. Sous le président Macky Sall, le projet d'histoire générale du Sénégal avec un financement substantiel a été mis en place. Là, ce sont les historiens, sur initiative du professeur Iba Der Thiam, qui sont les initiateurs avec une réponse positive de l'État. Production substantielle de ce projet, même si à l'origine de quelques polémiques opposant historiens universitaires et mémoire communautaire. Thiaroye est célébré en 2014. Le président Hollande livre des archives demeurées jusqu'ici dans les tiroirs. À ma connaissance, celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune production, même si à l'époque, en 2018, un colloque a été organisé, comme aujourd'hui nous en organisons, qui avait été créé un comité de valorisation des archives de Thiaroye. À ma connaissance, ces archives dorment toujours dans les fonds des archives nationales du Sénégal. On attend les doctorants et les maîtrisards pour y travailler. La constante, c'est qu'il y a toujours un feu de brousse, alimenté par des fagots opposés et différents dans leur perspective. Mais les historiens, mobilisés momentanément, retournent à leur forge dans le long silence jusqu'à la prochaine commande politique. Sommes-nous aujourd'hui dans le temps de la rupture? Nous devons rester attentifs à la différence des visées. La visée mémorielle n'est pas la visée historienne. Par contre, si les historiens font le travail et le font en historien, ils peuvent éclairer la mémoire, donner de la matière à la mémoire pour que soit édifié en toute connaissance de cause des monuments, pour que des films de très bonne qualité continuent de se produire, parce que la mémoire a cette capacité à mobiliser que les historiens n'ont pas. La mémoire, c'est ce qu'on doit travailler pour éviter l'oubli, mais elle doit être alimentée par une production historienne indépendante du projet politique. Les historiens sont effectivement restés dans les clous de la discipline sans être neutres, mais respectant les règles de la discipline. Ils ont développé une approche critique sans ancrage à des identités nationales ou continentales. Myron Eckenberg, Mbaye Gueye, Marc Michel, Catherine Akpo-Vaché, Cheikh Fati Faye, Abdou Sow, Armel Mabon, Julien Fargetas, Ousseynou Faye, Martin Moore, Mor Ndao, pour ne citer que cela. Les historiens peuvent défendre des thèses opposées, mais la ligne de partage ne sera jamais nationale, continentale ou raciale, contrairement à la mémoire. C'est la condition même de leur crédibilité. Le produit au service de la mémoire dans la fabrique des imaginaires mobilisateurs, mais avec un réel besoin pour aller vers l'émancipation réelle. Nous avons été souvent entraînés dans des querelles sémantiques et statistiques. Elles sont très importantes. Mais nous devons rester vigilants pour ne pas s'y enfermer. Mbaye Gueye est, je crois, le premier à avoir utilisé le terme de massacre de Thiaroye. Mais ce n'est pas le premier massacre dans la colonie du Sénégal. À la veille de la guerre, en 1938, des cheminots, à la fin du Front populaire, ont été massacrés à Thiès. Heureusement que la commune s'est saisie de cette mémoire, même si les historiens, à part le professeur Iba Der Thiam, sont encore attendus sur ce champ. Ces conflits sémantiques ne s'arrêtent pas seulement à la question de Thiaroye. Je vous rappellerai qu'en 1848, lorsque l'esclavage a été aboli, le gouverneur du Sénégal a pris un arrêté pour dire que les populations de Saint-Louis ont la possibilité d'aller à l'intérieur du continent, de racheter des esclaves. Je dis bien racheter et pas acheter.
pour camoufler la résurrection de l'esclavage dans la ville de Saint-Louis, on a utilisé la sémantique de différence entre achat et rachat qui comporte une dose de rédemption pour légitimer la mise en esclavage réel de personnes supposées libres qui vont donner nos fameux mbindan, les domestiques de nos maisons. Ça veut dire mbind, c'est moi qui l'ai inscrit au registre des affaires judiciaires. C'est de là que vient le mot mbindan que nous continuons d'utiliser toujours. En 1926, la France est épinglée sur la question du travail forcé. Là également se développe un conflit sémantique. Le représentant de la CGT, Jouot, se bat pour qu'on continue d'utiliser le terme travail forcé. Le représentant du gouvernement français lui substitue l'expression travail obligatoire. Je vois sourire, mais la mémoire va bientôt peut-être grimacer si je vous dis que le représentant du gouvernement français à cette réunion s'appelait Blaise Diagne. C'est ça le problème des historiens. Ils ont en face d'eux une mémoire qui souvent les encercle et eux doivent dire l'histoire. C'est pourquoi je disais qu'ils disent souvent des choses qui ne plaisent pas. Au-delà des archives qui ont focalisé trop souvent notre attention, il est possible d'aller aux enquêtes orales, de récupérer la mémoire populaire, de voir la transmission aux descendants des tirailleurs dont je suis. On peut mobiliser aussi l'archéologie, l'iconographie. Mais il importe plus de savoir que ce n'est pas la reconstitution des faits qui fait historien. Sinon, tous nous serions des historiens. Ce n'est pas la reconstitution des faits qui fait historien. L'histoire ne se trouve pas dans le document. L'histoire est dans la tête de l'historien, qui le construit à partir du matériel que sont les archives, les témoignages, les résultats des recherches archéologiques. C'est cette réflexion-là qui est attendue de nous autres historiens. Mais pour qu'on puisse mener cette réflexion qui consiste non pas à décrire ce qui s'est passé, mais à faire sens de ce qui s'est passé, pour mettre la mémoire dans les meilleures conditions de s'exprimer. Pour cela, nous avons besoin d'un environnement. L'environnement de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar n'est pas toujours très favorable à cela. Ça demande qu'on y mette encore beaucoup plus de moyens, n'est-ce pas, Madame la rectrice? Il m'a été donné en tant qu'enseignant d'avoir une petite polémique avec le recteur Abdou Salam Sall. Je lui posais la question de savoir pourquoi le budget de la faculté de médecine est supérieur au budget de la faculté des lettres et sciences humaines qui accueille plus d'étudiants. Il m'a répondu, nous devons mettre beaucoup d'argent dans la médecine. Parce que quand un médecin se trompe, un homme meurt, ou une femme. Je lui ai dit, monsieur le recteur, donnez tout le budget de l'UCAD au département d'histoire. Il m'a dit, mais comme d'habitude, tu es fou. Je lui ai dit, pourquoi je vous le dis? Quand un médecin se trompe, un homme ou une femme meurt. Quand un historien se trompe, un peuple meurt. Donc l'environnement a créé et les autorités s'y sont engagées aujourd'hui. Mais antérieurement à eux, d'autres s'étaient engagés comme je vous l'ai montré. Et après que les rideaux sont tombés, les historiens sont retournés à leur forge, mais on a oublié les promesses des politiques. Jusqu'à la prochaine demande. Nous espérons que cette fois-ci, on est parti et on est bien parti pour un long accompagnement, même si sous le régime de Macky Sall, nous avions eu des ressources substantielles données au projet d'histoire générale du Sénégal
qui a donné des productions importantes sous la conduite du professeur Iba Der Thiam et de notre collègue Mamadou Fall ici présent. Nous avons deux choses importantes pour ce qui est de l'environnement. Ce sont les archives, la maison des archives du Sénégal. Le Sénégal a une lourde responsabilité. Nous sommes l'une des rares anciennes colonies françaises où la France a laissé les archives. C'est ce que m'avait enseigné le professeur Saliou Mbaye en 4e année d'archivistique. Au nom de l'unité de fonds, nous avons gardé ces archives. Mais ces archives concernent tous les anciens territoires de l'Afrique occidentale française. Les historiens burkinabés, pour faire leur histoire, doivent venir à Dakar. Les historiens béninois de même. Les historiens maliens et guinéens de même. À la suite de ce qui est arrivé au building administratif, les archives se trouvent aujourd'hui à un endroit qui n'est pas fait pour accueillir des archives dans une, comment ça s'appelle, 4C, un supermarché, à côté d'un supermarché. La première pierre de la maison des archives a été posée il y a très longtemps. Il est grand temps qu'on construise cette maison pour y garder ce patrimoine très important qui ne concerne pas seulement le Sénégal, comme à l'image des tirailleurs sénégalais, il y a les archives sénégalaises, mais elles ne sont sénégalaises que de nom, elles sont africaines. Mais il y a aussi à construire, peut-être dans une même infrastructure, la grande bibliothèque nationale du Sénégal. Lors de la distribution des prix du concours général de 1972, un historien nous l'a rappelé il y a moins de 48 heures, Senghor avait émis un discours disant que la grande bibliothèque allait être construite en 1972, que des bibliothèques régionales allaient être construites, qu'on allait avoir des bibliobus qui circulent au Sénégal. Aujourd'hui, je pense que de plus en plus, nos enfants ont entre leurs mains des téléphones portables plus que des livres. Et cela fait quelques dégâts dans nos amphithéâtres et dans nos formations. Il est grand temps, et je pense que cette fois-ci, on est parti sur le bon pied pour avoir la maison des archives et notre grande bibliothèque nationale. Ce qui mettra les historiens dans les conditions les meilleures d'indépendance, de pouvoir dire ce qui plaît et ce qui ne plaît pas. Il s'agit pour nous de donner aux lecteurs, quand nous écrivons, les moyens de contester la thèse que nous défendons. C'est là une différence radicale avec les mémoires qui appellent adhésion et adhésion souvent militante. L'audace de la vérité historique pour alimenter la mémoire nationale ouverte sur l'Afrique souveraine est le gage de conquête future de notre émancipation. Et sur ce point, je vous reprends ma langue et je vous redonne vos oreilles.